Hello l'équipe, comment allez-vous alors que les playoffs approchent peu à peu? En parlant des playoffs d'ailleurs, vous avez l'air plutôt chaud, car même si c'était hyper serré sur le canal Instagram, c'est le sujet que je préférais qui est arrivé en tête. Celui qui concernait les chances de titre des Lakers, de LeBron James et Luka Doncic, qui a terminé quelques voix à peine devant le Airball Project que je vous proposais sur Nolan Traoré. Mais que les fans des Airball Project ne soient pas déçus, je vous demande juste un petit peu de patience. Je vous l'annonce ici en exclu d'ailleurs, dès la semaine prochaine, je repartirai sur ce type de contenu, un scouting report. Alors si vous êtes chaud là-dessus et que ce n'est pas encore fait, je vous invite vivement à me rejoindre sur Insta. Et ouais, dimanche a priori, sur le canal, je vous proposerai 6 prospects, et c'est vous qui choisirez celui que vous voulez que j'étudie. Nolan Traoré, Ace Bailey, Dylan Harper, un autre, la draft est profonde et prolifique, et vous aurez l'embarras du choix. C'est vous qui avez le pouvoir, alors pour faire ça, une seule chose, je vous invite à venir voter en masse. Les sondages sont en exclusivité sur Instagram, alors go me follow là-bas, le lien est dans la description. Sauf qu'en attendant de parler des prospects, on va plutôt parler de NBA, d'actu, et même de playoffs plus précisément, et des Lakers, c'est vous qui avez choisi ça. La team californienne a-t-elle de vraies chances de remporter le titre dès cette année? Eh bien ne bougez pas, c'est ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Allez, pour commencer comme d'hab, évoquons rapidement le contexte. Depuis l'arrivée de Luka Doncic aux Lakers, tout a changé, et l'idée de départ, j'en avais beaucoup parlé sur ma chaîne, c'était un move pour le futur, une transition en douceur vers l'ère post-LeBron. Mais sur le terrain, les résultats racontent pour le moment une toute autre histoire. Cette équipe semble complètement affamée. Mais attention, remettons quand même les choses à leur place, et déjà, avant ce trade, cette équipe montrait quelques signes de progrès. Défensivement, les hommes de JJ Redick montaient en puissance, et malgré une première partie de saison en dents de scie, ils étaient déjà bien positionnés pour accrocher les playoffs. Le truc, c'est qu'il manquait quelque chose, un élément capable de transformer une bonne équipe en prétendante au titre. Et là, vous le savez, Luka est arrivé avec son épée et tout s'est accéléré. Depuis son intégration, les victoires s'enchaînent et les Lakers dégagent une impression de puissance rarement vue ces dernières années à Hollywood. L'attaque est fluide, la défense plus disciplinée et le duo Doncic-LeBron fait déjà des ravages. Et ce n'est pas seulement l'arrivée de Luka qui a tout changé, même si le raccourci est facile à faire. Dorian Finney-Smith, récupéré dans un trade plus tôt, s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseur de l'équipe. Il représente un profil que LA n'avait pas et qui change complètement la dynamique du groupe. En contrepartie, D'Angelo Russell, lui, a fait ses valises. Moins de ballons perdus, plus de solidité défensive et une équipe qui semble bien mieux structurée dans les moments clés. Le match contre New York de la semaine dernière, je trouve, est un exemple parfait de ces Lakers New Look et de ce qu'ils peuvent faire. Face à une équipe qui joue dur, qui ne lâche rien, les Californiens ont montré du caractère. Une défense étouffante, une présence au rebond offensif bien supérieure à leur moyenne de saison, et surtout une victoire arrachée avec le mental. C'est ce genre de match qui forge une équipe championne. Mais bien sûr, malgré tous ces constats positifs, tout n'est pas encore parfait. La récente défaite contre Boston l'a montré, et LeBron vient de se blesser, ça peut faire peur. Cependant, ce que j'aime, c'est que régulièrement, même dans l'adversité, cette équipe a tendance à trouver des solutions. À tel point que la question se pose désormais, si ce trade, à la base pensé pour le futur, permettait finalement aux Lakers de jouer le titre dès cette année. On va en parler. Donc ouais, bien sûr, tout a commencé avec l'arrivée de Luka Doncic, qui a apporté énormément à ce roster. Quand le Slovène a débarqué à Los Angeles, la première réaction c'était un mélange d'étonnement et d'excitation. Voir Luka sous le maillot des Lakers, c'est encore presque irréel, comme si on assistait à un mode carrière à NBA 2K chaotique, qui serait parti dans tous les sens. Et pourtant, en quelques semaines, il a totalement transformé cette team. D'abord, parlons de ce qu'il apporte de plus évident, de la création. Les Lakers cherchaient désespérément une deuxième option capable de soulager LeBron James, et ils ont trouvé bien plus que ça. Luka, c'est un deuxième cerveau sur le terrain, un mec qui voit le jeu 2 coups à l'avance. Avec lui, LeBron n'a plus besoin de porter chaque attaque sur ses épaules, et ça change tout. La balle circule mieux, l'attaque est plus fluide, et ça se ressent dans les résultats. Et ouais, depuis son arrivée aux Slovènes, les Lakers sont l'une des équipes les plus efficaces de la ligue en attaque. Mais il y a un hic quand même, son tir à 3 points, et on ne va pas se mentir, depuis qu'il est arrivé en Californie, ce n'est pas glorieux dans ce domaine. En février, il tournait à 24% seulement derrière l'arc, ce qui est catastrophique pour un joueur qui a un tel volume à 3 points. Pourtant, c'est ce qui est fascinant avec Luka, c'est qu'il compense autrement. Son footwork, son handle, sa capacité à driver et à créer du jeu sont tellement élites que son manque d'adresse extérieure devient presque secondaire. Et puis, il commence à ajuster son jeu pour maximiser ses points forts. Il attaque plus souvent la raquette, met plus de pression sur les défenses adverses et libère des tirs ouverts pour ses coéquipiers. Par contre, la question qui se pose concernant sa condition physique est, elle, un petit peu plus légitime. Luka a toujours eu cette image d'un joueur qui arrive en saison avec quelques kilos en trop, et certaines critiques ont ressurgi après son arrivée à LA. Pourtant,
Pourtant sur le terrain, il ne donne aucun signe de fatigue régulièrement, il enchaîne les performances XXL et affiche une énergie qui contraste avec l'image qu'on veut lui coller. Bon après c'est vrai que c'est pas forcément l'image que l'on a eue samedi face à Boston, et ça contraste un petit peu avec l'image que je veux lui donner, mais peu importe. Les mecs du vestiaire, comme Jared Vanderbilt, insistent. Luka bosse, il passe des heures à la salle, il est investi, et généralement sur le terrain ça se voit. À côté de ça, défensivement, on sait que Luka ne sera jamais un stopper élite, mais son impact est sous-estimé. Avec sa taille et sa lecture de jeu, il est capable de couper les lignes de passe et de gêner les attaquants en apportant un minimum de résistance. Il ne sera jamais un lockdown, c'est sûr, mais dans un bon système, il n'est pas un handicap non plus, du moins pas autant que ce qu'il se dit parfois. Donc reste maintenant la grande question pour ces Lakers, est-ce que le fit avec LeBron James fonctionne? Avoir leur match ensemble contre les Knicks ou contre les Nuggets, la réponse semble évidente. Ces deux-là se trouvent les yeux fermés, LeBron n'a jamais joué avec un autre créateur de ce calibre et ça lui permet d'économiser ses forces tout en restant ultra impactant. Ils se partagent la balle intelligemment, ils alternent les séquences et ils s'éclatent sur le terrain. Ce duo a le potentiel pour être le plus effrayant de la ligue offensivement. Le défi sera d'amener cette alchimie jusqu'aux playoffs. Alors Luka est-il cette pièce qui manquait aux Lakers? Pour le moment, tous les voyants sont au vert pour penser que oui. Les résultats parlent d'eux-mêmes, les Lakers gagnent, Luka brille et l'équipe est en train de monter en puissance. Alors forcément, si ce duo continue sur cette lancée, je pense qu'on pourrait sérieusement considérer Los Angeles comme un candidat au titre. Sauf que bon, on a beaucoup parlé de Luka jusque-là, sauf que ce duo repose à moitié sur LeBron James, 40 ans, qui dispute actuellement sa 22e saison en NBA. Rien que ça. Difficile au premier abord d'avoir des ambitions avec un quarantenaire comme un joueur majeur. Et pourtant, LeBron est toujours au sommet. Ce qu'il réalise cette saison avec les Lakers, c'est juste insensé. Statistiquement, il est quasiment au même niveau que lors de sa dernière saison MVP en 2013. À 28 ans, il tournait à 27 points, 6 passes et 7 rebonds. En 2025, il compile plus de 25 points, 8 passes et 8 rebonds. C'est du jamais vu pour un joueur de son âge. Il a dépassé la barre mythique des 50 000 points en carrière. Il enchaîne les performances XXL et surtout, il impacte le jeu des Lakers comme s'il avait encore 30 ans. Et même si ces dernières saisons, on avait surtout tendance à le considérer comme un monstre offensif, finalement, il n'en est rien. Ça se voit cette saison. Défensivement, il est en train de mettre tout le monde d'accord depuis le départ d'Anthony Davis. Plus de présence, plus de communication, une lecture du jeu toujours aussi affûtée, il est au cœur du système défensif d'une équipe qui, depuis le All-Star Break, est la meilleure défense de toute la NBA. Une stat qui semblait improbable quand AD est parti, mais qui prouve que LeBron est toujours capable de mener une équipe des deux côtés du terrain. Mais attention, même si tout ça fonctionne, encore une fois, tout n'est pas tout rose pour LeBron James. Lors du dernier match face aux Celtics, il a quitté le terrain en plein 4e quart-temps, touché à l'aine, une blessure qu'il connaît bien et qui lui avait coûté 17 matchs en 2018. Lui-même a tenté d'être rassurant, mais dans une fin de saison où les Lakers doivent sécuriser un bon spot à l'ouest, ça tombe mal, très mal, cette absence d'une à 2 semaines. D'autant plus que, comme on le disait, Luka Doncic, son nouveau partenaire de crime, a lui aussi montré quelques signes de fatigue lors de cette rencontre, et des petites blessures qui commencent à pointer le bout de leur nez. Mais pourtant, concernant LeBron, même à 40 ans, même en jouant plus de 35 minutes par match, et même en ayant un rôle essentiel en attaque comme en défense, de manière générale, il reste là. Il est tellement dominant que certains commencent même à évoquer son nom dans la course au MVP. Oui, Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander sont les favoris, mais si LeBron continue sur ce rythme et que les Lakers finissent dans le top 2 à l'ouest, est-ce qu'on ne devrait pas au moins le considérer un petit peu? Je ne pense pas qu'il finira avec le trophée, mais si ça se réalise, je pense qu'il mériterait au moins de terminer dans le top 5. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que personne ne fait ce qu'il fait à son âge, et dans l'histoire, personne ne l'a fait avant lui. Personne n'a jamais dominé comme ça en étant quadragénaire. Ce n'est plus une question de longévité, c'est une question de niveau de jeu, et tant que son corps tient, il faudra compter sur lui dans la course au titre, parce que ce LeBron-là, même en 2025, il peut encore mener une équipe au sommet. Pas de doute pour moi, 40 ans ou pas, il est toujours le king. Mais bon, si les Lakers veulent aller chercher le 18e titre de leur histoire, tout ne passera pas que par LeBron et par Luka, même s'ils auront un rôle essentiel. Certes, ces deux-là sont des cheat codes, mais une équipe qui tourne, une équipe championne, c'est avant tout un collectif qui fonctionne à plein régime. Et de ce côté-là, attention, parce que pour moi, cette saison, le supporting cast des Lakers pourrait être l'un des plus sous-estimés de la ligue. Commençons par Austin Reeves, le beau gosse de service dans les travées de la Crypto.com Arena, mais il est bien plus que ça. Oui, Luka lui facilite la vie depuis son arrivée, c'est vrai, mais Reeves n'est pas qu'un simple bénéficiaire du génie slovène, il est en train de s'imposer comme la véritable troisième option offensive de l'équipe. Il a appris à lire les passes folles de Doncic, à exploiter les brèches et à sanctionner dès qu'il a un petit peu d'espace. Avec sa capacité à organiser le jeu et son adresse extérieure, il apporte une stabilité précieuse à l'attaque des Lakers. Dorian Finney-Smith ensuite, parlons-en. Depuis quelques saisons déjà en NBA, il a le profil du glue guy ultime. Son impact ne saute pas forcément aux yeux dans le box score, mais sur le terrain il fait absolument tout. Défenseur polyvalent, shooter fiable à près de 40% à 3 points, il est aussi un formidable rebondeur offensif et un communicant essentiel en défense. Les chiffres ne mentent pas, quand il est sur le terrain, les Lakers écrasent leurs adversaires avec un différentiel de plus 14 points pour 100 possessions. Sans lui, ils sont à peine à l'équilibre. Ces stats avancées en disent long à mon sens
sur son importance. Alors un autre rôle crucial pour enchaîner maintenant, celui de Rui Hachimura, le japonais. Avant sa blessure au genou, sur les dernières semaines, il tournait à près de 18 points de moyenne avec une adresse en nette progression. C'est un ailier capable d'étirer le jeu et de sanctionner sur catch and shoot, tout en apportant de la présence physique. Son absence a pesé récemment, mais son retour pourrait redonner aux Lakers une arme offensive précieuse. Et puis Jackson Hayes aussi dans la raquette, il faut évoquer son cas, tant récemment il a surpris tout le monde. Pressenti comme un simple backup, il s'est imposé comme un pivot fiable en l'absence d'Anthony Davis. Avec son énergie et sa capacité à protéger le cercle, il a évité à la défense des Lakers de s'effondrer sans AD. Il est devenu un élément clé sur lequel JJ Redick sait qu'il peut compter, c'est fort. Maintenant la seconde unit reste en chantier, notamment en attaque, où les Lakers possèdent l'un des pires bancs de la ligue en termes de scoring, mais quelques joueurs commencent à émerger. Dalton Connect, rookie qu'on attendait peu dans la rotation, a profité de l'absence de Hachimura pour prouver qu'il pouvait être un vrai facteur X. Depuis fin février, il tourne à presque 13 points de moyenne en seulement 22 minutes par match avec un rôle de dynamiteur offensif qui manquait à cette seconde unit. Son énergie est communicative et il apporte un vrai vent de fraîcheur à ses Lakers. Et puis enfin, parmi les joueurs majeurs de cette seconde unit, il y a également Gabe Vincent, dont il faut qu'on parle. Sa saison a été compliquée, il a longtemps été en galère au shoot, mais dans les moments chauds, il répond présent. Contre les Knicks, il a planté 4 tirs à 3 points, dont 3 dans le dernier quart. C'est exactement ce que l'on attend de lui, un joueur qui, même dans l'ombre, peut sortir un coup de chaud au bon moment. Il a déjà montré, par le passé, qu'il pouvait être un pion essentiel en playoff avec le Heat, notamment dans le crunch time. À lui de continuer. Oui, c'est exactement ce que les Lakers attendront de sa part, en sortie de banc, sur la post-season surtout. Avec ce supporting cast, les Californiens ne sont peut-être pas les plus impressionnants sur le papier, mais ils ont des rôles bien définis et complémentaires. Entre les créateurs, les snipers, les glue guys et les protecteurs de cercle, cette équipe a les ingrédients pour accompagner Luka et LeBron jusqu'au bout. Reste à voir si la sauce prendra en playoff, mais une chose est sûre, ce supporting cast, ce serait une erreur de trop le sous-estimer. Mais voilà, pour que tout fonctionne, entre ces individualités, il faut forcément un alchimiste, une sorte de sorcier au coaching, capable de trouver la bonne recette. Et on ne va pas tourner autour du pot, dans ce rôle, JJ Redick semble cocher pas mal de cases. Il est un ancien joueur reconnu, qui parle le même langage que son roster, qui comprend les attentes et les dynamiques d'un vestiaire NBA. C'est un excellent communicant, et ça, pour un coach rookie, c'est vital. Il sait faire passer ses idées, il sait comment s'adresser à ses joueurs, et surtout, il a le respect de LeBron James. Ça, c'est essentiel pour coacher le King. Parlez-en à Eric Spoelstra, parlez-en à Tyronn Lue. LeBron a affronté son coach actuel pendant 15 ans, les deux hommes ont appris à se connaître, à se respecter, ils ont même lancé un podcast ensemble par le passé. Ça veut dire que sur l'aspect relationnel, Redick part avec une longueur d'avance sur les autres. Dans un effectif où l'influence de LeBron est colossale, c'est une donnée essentielle. Ensuite, évidemment, il y a son approche du basket à Redick, parce que c'est bien là que tout se joue. Offensivement, il a trouvé une rotation qui fonctionne. Il commence avec LeBron et Luka ensemble, puis il alterne. D'abord Luka reste sur le terrain pendant que LeBron souffle, ensuite c'est l'inverse. Résultat, les Lakers sont toujours un créateur élite sur le parquet. Pas de moment creux en attaque, pas de minutes sans playmaking, et ça c'est du pur bon sens. Et puis défensivement, même si on pouvait avoir des doutes, à la base avec le départ d'Anthony Davis, les résultats et les chiffres parlent pour lui. Depuis un mois et demi, les Lakers affichent le meilleur defensive rating de la ligue, et ça malgré un effectif en constante évolution. S'adapter à autant de changements et maintenir une identité défensive forte, c'est la preuve qu'il sait comment fédérer son groupe. Gros respect pour ça. Le problème, c'est que tout ça, c'est très bien en saison régulière, mais en playoff, ça ne suffit peut-être pas. Quand il s'agit de communication, d'implication ou de relationnel avec ses joueurs, Redick est au top, pas de doute. Mais qu'est-ce qu'il se passera quand il faudra prendre une décision cruciale à un moment important d'une série de playoffs? Comment réagira-t-il quand il aura seulement 30 secondes pour ajuster un plan sous pression? Pour ça, on n'a pas encore la réponse. C'est une chose d'avoir du charisme et de savoir parler basket, c'en est une autre de gérer un Game 7 face à un coach qui a déjà tout vu. Il a des cerveaux dans son staff, il a des relais sur le terrain, mais en playoff, chaque possession compte et chaque décision peut faire basculer une série. En fait, pour moi, son principal point faible, ou en tout cas la principale inconnue, c'est son manque d'expérience tactique. Il a des idées, il a du bon sens, mais il n'a pas encore eu l'occasion de prouver que stratégiquement, il était capable de rivaliser avec les meilleurs. Il peut s'appuyer sur ses assistants bien sûr, sur ses joueurs aussi, qui sont expérimentés, mais au final, c'est bien lui qui prendra la décision ultime. J'ai beau énormément apprécier ce que fait Redick depuis son arrivée à LA, là-dessus, quand même, il a encore tout à prouver. Ce qui me rassure, c'est qu'il a beaucoup surpris depuis son arrivée à Los Angeles, et dans le bon sens. Il a sous ses ordres des joueurs qui savent gérer des fins de match, et lui aussi, en tant que joueur, savait être clutch. Alors oui, il peut y avoir des doutes concernant son manque d'expérience en playoff, mais des raisons semblent pouvoir permettre de les gommer, ces doutes. Aujourd'hui, Redick, a priori, est apprécié par tout le monde chez les Lakers, et il semble parfaitement à sa place dans ce vestiaire. Il a encore énormément de choses à prouver en post-season, c'est sûr, mais peu importe, j'ai quand même l'impression qu'il a les épaules, mais aussi l'entourage pour arriver à assumer ça. D'ailleurs, la défense qu'il a su mettre en place, je l'ai rapidement évoqué, mais parlons-en avec un peu plus de précision. Malgré les interrogations que j'avais à ce propos de ce côté-là du terrain après le départ d'Anthony Davis, le tacticien a réussi à mettre en place une forteresse sacrément prometteuse. On l'a dit, depuis le 15 janvier 2025, les Lakers affichent tout simplement la toute meilleure défense de la NBA. Si on m'avait promis ça il y a à peine quelques semaines, je dois
dois avouer que j'aurais eu beaucoup de mal à y croire. Bah oui, sur le papier, perdre un joueur du calibre d'Anthony Davis, c'est perdre un pilier défensif majeur, un first team all defensive, une présence dissuasive dans la peinture qui semblait irremplaçable. Mais au lieu de sombrer, cette défense s'est complètement transformée, au point de devenir l'une des meilleures que la franchise ait connues ces dernières années. La première raison, c'est JJ Redick, évidemment, vous commencez à comprendre tout le bien que je pense du tacticien. Son approche a totalement changé la dynamique défensive de cette équipe depuis le début de l'année 2025. Il a réussi à responsabiliser chaque joueur et à leur inculquer un système basé sur la communication, les rotations et la discipline collective. Plutôt que de reposer sur un seul joueur capable d'effacer les erreurs des autres, il a mis en place une défense qui fonctionne ensemble. Les Lakers switchent beaucoup, ils se battent sur les écrans, ils sont toujours en mouvement. Résultat, ils compensent les failles individuelles de certains joueurs, notamment celles de Luka Doncic ou Dustin Reeves, qui malgré leurs limites donnent aujourd'hui une vraie énergie défensive eux aussi. Bah ouais, à partir du moment où tout le monde s'y met, ça devient contagieux, l'énergie défensive, et c'est ce que Redick a réussi à mettre en place dans ce vestiaire. Mais attention, ce n'est pas juste un concept théorique non plus. Si cette défense tient la route, c'est aussi grâce à des joueurs qui ont réussi à changer la donne. L'arrivée de Dorian Finney-Smith a été un vrai tournant, il a apporté une polyvalence défensive essentielle, un vrai sens du placement, et son impact se voit dans les chiffres. Avec lui sur le terrain, le defensive rating des Lakers descend à un impressionnant 104,1, le meilleur joueur de l'équipe dans cette statistique. Et puis, le retour de blessure de Jared Vanderbilt a lui aussi fait un bien fou. Même en jouant moins de 20 minutes par match, il est l'un des défenseurs les plus influents du groupe, et il ne faut pas oublier Rui Hachimura, qui a ajouté du physique et de la rigueur dans ce secteur. Ajoutez à cela un LeBron James qui contre toute attente joue une défense de niveau All-NBA à 40 ans, et vous obtenez une équipe qui peut faire souffrir n'importe quelle attaque. Parce que ouais, LeBron, faut en parler lui aussi. JJ Redick l'a dit lui-même, le King ne se fait quasiment jamais scorer dessus en isolation. Il coupe des actions, il est intelligent, il est toujours bien placé, il anticipe, il aide ses coéquipiers, et ce n'est pas juste du storytelling, c'est factuel. Son niveau d'engagement défensif aujourd'hui est l'un des gros moteurs de cette métamorphose. Alors est-ce que tout ça, ça peut durer en playoff? Ça, c'est la question à $1 million. Car oui, comme toujours, malgré ces beaux constats, encore une fois, il y a quelques nuances à apporter. Déjà, le calendrier a parfois joué en faveur des Lakers ces dernières semaines, et ils ont su profiter de la maladresse de certains adversaires à 3 points. Leur stratégie de défense qui consiste à ignorer les mauvais shooters et à les laisser prendre leurs tirs fonctionne généralement en saison régulière. Mais en playoff, face à des équipes mieux préparées et à des stars capables d'élever leur jeu, ce sera peut-être pas aussi simple. Les Celtics l'ont montré samedi dernier, et ont remporté le match avec de grosses séries sans pourtant montrer une adresse excellente derrière l'arc. Quand les shoots extérieurs pleuvent, les Lakers, malgré tous leurs efforts défensifs, peuvent quand même prendre l'eau. Et ça, c'est une faille que leurs adversaires pourront combler en playoff. Cependant, les bases sont solides et ça peut encore progresser, c'est ce que je veux retenir avant tout. Les hommes de Redick ont trouvé un vrai équilibre, une alchimie collective qui leur permet aujourd'hui de prétendre à quelque chose de grand. Ils ne dépendent plus d'un seul joueur pour protéger l'arceau, ils jouent sur l'intelligence et la polyvalence de leur effectif. Et si cette défense continue sur cette lancée, alors oui, ces Lakers peuvent aller très loin. Mais pour aller loin, ils devront non seulement défendre mieux le périmètre, bien évidemment, mais ils devront aussi protéger la raquette. Et là, on va le dire, on ne va pas y aller par 4 chemins, le manque de taille dans l'effectif peut quand même faire peur, surtout avec le transfert de Mark Williams qui ne s'est pas réalisé avant la deadline. Parce que ouais, Jackson Hayes au poste 5, malgré tout le bien que je pense de ce joueur sur cette saison, c'est tout de même un peu léger. Il fait une bonne campagne, on ne va pas dire le contraire, mais à ce jour, je ne peux pas du tout avoir la certitude qu'il sera capable de maintenir 35 minutes de haute intensité chaque soir en playoff. Ce sera peut-être une autre histoire que celle qu'il vit actuellement en saison, et puis il est actuellement blessé. Si les Lakers veulent aller loin, il devra être au top de sa forme, et même dans cette configuration, vraiment pas sûr que ce soit suffisant. Parce que ouais, derrière lui, c'est plus que compliqué, c'est limite le désert. Alex Len, arrivé en courte saison pour renforcer la rotation intérieure, n'est pas la solution miracle. Son impact défensif est anecdotique, et son manque de mobilité pose un vrai problème dans le jeu rapide que veut instaurer JJ Redick. On l'a vu contre Utah, 21 minutes sur le parquet, un -9 en différentiel et une raquette complètement dominée par Walker Kessler et Lauri Markkanen. Autant dire qu'en playoff, Alex Len sur le terrain face à des pivots dominants, ça pourrait virer au cauchemar. Alors oui, il pourra toujours apporter de la viande dans la peinture, et aller bûcheronner ou faire quelques fautes face à des pivots dominants, mais pas plus, et c'est bien ça le plus gros souci. Face à la plupart des équipes de la ligue, ou sur une seule rencontre, l'effectif actuel des Lakers peut s'en sortir, mais sur une série en 7 matchs contre des monstres comme Nikola Jokic, ça risque de craquer. Pour l'instant, Redick bricole, il mise sur du small ball avec Jared Vanderbilt au poste 5, où on voit Rui Hachimura et LeBron James pour protéger la raquette. Sur le papier, c'est audacieux, et sur le contexte d'un match de saison régulière, oui, ça peut fonctionner. D'ailleurs, les Lakers ont récemment battu les Nuggets de Jokic avec ce schéma. Par contre, faire ça sur une série entière contre une équipe qui aura le temps de s'adapter et d'exploiter la moindre faille, ça pourrait être une autre histoire. Il faut bien comprendre que ce small ball, aussi intéressant soit-il, à mon avis, est plutôt une solution temporaire, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire plutôt que quelque chose de durable. Jouer sans véritable pivot expose la défense à des secondes chances offensives pour l'adversaire, et rend chaque rebond défensif compliqué.
Maintenant oui, si les Lakers arrivent à maintenir une défense ultra agressive et disruptive, peut-être qu'ils arriveront à compenser au moins partiellement ce manque de taille. Mais attention, parce que si un coach adverse trouve la faille, la sanction pourrait être immédiate en playoff. Alors quelle solution? À court terme, il n'y en a pas vraiment. Redick devra continuer à jongler avec ses options et espérer que Hayes tienne le choc, que Vanderbilt puisse encaisser des minutes au poste 5 sans trop s'user, et que LeBron active le mode playoff pour sécuriser la raquette dans les moments clés. En attendant, il faudra faire avec ce qu'il y a, et espérer que l'intelligence collective et que l'expérience du groupe suffisent pour compenser ce déficit de taille. Le problème, c'est que ça semble bien plus facile à dire qu'à faire, notamment en playoff, pour les hommes de JJ Redick. Parce que oui, si l'on veut parler des chances des Lakers de remporter le titre, il faut forcément parler des adversaires qu'ils pourront croiser en post-season. Et là, on ne va pas se mentir, la route pourrait largement être semée d'obstacles. À l'ouest, pour commencer, deux équipes se dressent particulièrement sur leur chemin, les Nuggets et le Thunder. OKC, c'est l'équipe qui a le meilleur bilan de la conférence, et de loin. Un collectif bien huilé, une défense solide et une jeunesse insouciante qui peut poser pas mal de problèmes. C'est ça les principales forces de cette équipe. Mais si on parle de playoff, il faut aussi parler d'expérience et de QI basket. Le Thunder est une équipe talentueuse mais très jeune et leur manque d'expérience à ce niveau peut être un facteur déterminant. Face à des gars comme LeBron et Luka qui ont déjà traversé de grosses batailles en post-season, cet écart pourrait faire la différence sur une série en 7 matchs. Dans un tel duel, les Lakers ne partiraient pas forcément favoris, mais face à eux, dire qu'ils n'ont aucune chance serait une erreur. Denver en revanche représente un défi bien différent, on l'a déjà un petit peu évoqué plus tôt. Nikola Jokic est un problème que personne en NBA n'a vraiment réussi à résoudre. Avec le manque de taille de l'équipe, Redick devra faire preuve de créativité pour tenter de limiter l'impact du Serbe, en multipliant les défenseurs et les corps sur lui, en faisant beaucoup de fautes et en essayant de le fatiguer sur la durée d'une série. Et puis, même si le Joker reste injouable, il est encore plus esselé que les années précédentes, j'ai l'impression, cette saison, car Mike Malone peine à lui trouver un lieutenant fiable et constant. Si Jamal Murray ne retrouve pas son niveau des playoffs 2023, Denver pourrait manquer de solutions pour faire la différence sur cette match. Encore une fois, ce serait une série extrêmement disputée, mais pas impossible à remporter pour les Lakers. Après, derrière, il faudra encore surveiller plusieurs équipes, et plus particulièrement les Warriors et les Clippers. Golden State a retrouvé des couleurs depuis l'arrivée de Jimmy Butler, et on sait qu'un Steph Curry en feu peut faire basculer n'importe quelle série. Mais sur l'ensemble de la saison, les Lakers, j'ai l'impression en tout cas, semblent un cran au-dessus. Les Lakers, eux, c'est pareil, ils ont l'effectif pour pouvoir inquiéter n'importe qui dans cette ligue, mais encore faut-il que tout le monde soit en bonne santé pour pouvoir espérer ça. Sortir de l'Ouest, donc, pour les Lakers représentera une mission bien compliquée, mais peut-être pas impossible. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si les Californiens arrivent à réaliser cet exploit, ce sera loin d'être terminé. Il faudra ensuite affronter le champion de l'Est en finale NBA, et là, deux noms reviennent plus particulièrement en tête, Boston et Cleveland. Si c'est Cleveland, honnêtement, je pense que les Lakers auraient l'avantage. Les Cavs réalisent une saison énorme, mais en playoff, l'expérience compte, et cette équipe n'a jamais dépassé le deuxième tour. Face à un duo LeBron-Doncic qui connaît ces moments-là, j'ai du mal à les voir aller au bout. Leur secteur intérieur serait une vraie menace, mais peut-être pas insurmontable pour Los Angeles. Et ouais, Mobley Allen, c'est très fort, mais bien plus en défense qu'en attaque, et c'est peut-être ça qui pourrait sauver les Californiens. Et puis je suis peut-être trop dans le storytelling, mais j'imagine un LeBron complètement injouable s'il devait affronter ses anciens Cavaliers en finale NBA. Pour moi, dans une telle confrontation, donc, les Lakers partiraient favoris. En revanche, si c'est Boston en finale, comme les prédictions le laissent penser actuellement, ça pourrait être bien plus compliqué. Les Celtics ont un effectif ultra complet, une défense de fer et une adresse extérieure redoutable. Ils ont assez facilement dominé les Lakers la semaine dernière, et sur une série en 7 matchs, ils partiraient clairement favoris. Mais attention, car encore une fois, tout n'est pas écrit d'avance en NBA. Boston repose beaucoup sur son adresse extérieure cette saison, et si celle-ci venait à flancher, la série pourrait s'équilibrer. De plus, Porzingis est un atout précieux pour eux dans la raquette, mais sa santé reste incertaine. Et puis avec KP et Al Horford au poste 5, on parle de deux pivots qui s'écartent beaucoup. Le manque de taille des Lakers pourrait peut-être ne pas être si handicapant que prévu. Ajoutez à ça que Jason Tatum a parfois du mal à répondre dans les grands moments, et on peut se dire qu'il reste un tout petit espoir pour les Lakers pour gagner le titre, même s'il reste minime face à Boston en finale. Alors si on veut conclure, si on veut répondre à la question de ma vidéo du jour, est-ce que les Lakers ont de vraies chances de remporter le titre cette année? Disons-le franchement, ce n'est pas le scénario le plus probable, d'autant plus s'ils doivent retrouver les Celtics à la dernière étape. Oui, Boston a une longueur d'avance sur eux, et même pour atteindre les finales, il faudra passer les obstacles OKC et Denver, ce qui est loin d'être gagné, mais impossible n'est pas Lakers. Avec un LeBron ultra motivé, un Luka en mode superstar et un collectif qui tourne bien, au vu de ce que l'on a vu, même si ça fait beaucoup de si, il y a un monde où ça peut avoir lieu. Perso, j'adorerais voir un nouvel épisode de la rivalité historique Lakers-Celtics en finale NBA, et il y a un monde, je me dis, où ça peut arriver. Si je devais faire un prono, même si c'est très incertain, au vu de comment j'apprécierais ce genre de confrontation, je mettrais une petite piécette là-dessus, je pense, même si pour ça, il faudra que tout le monde chez les Lakers soit en bonne santé. Ensuite, pour cette dernière étape, même si les Californiens ne partiront franchement pas favoris, on le sait, tout peut arriver, on ne sait jamais, même si les
chances sont faibles. Et puis ce genre de duel en finale NBA, j'en suis sûr, plairait énormément aux audiences, et Adam Silver, peut-être que le comiche leur donnera un petit coup de pouce. Donc ouais, les Lakers champions NBA 2025, c'est quand même très peu probable, mais ce n'est pas non plus totalement à exclure. Quoi qu'il en soit, maintenant c'est à vous de me dire, est-ce que vous pensez que cette team de Los Angeles a une chance de finir couronnée cette année? Est-ce que vous les voyez passer OKC et Denver dans la conférence Ouest notamment? Et si c'est le cas, est-ce que vous les imaginez réaliser un exploit en finale face à Boston? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire et d'en débattre avec vous.